La pluie n'avait pas cessé depuis l'aube, et au moment où nous sommes sortis de l'église Saint-Étienne, j'ai eu l'impression que le ciel gris de Bordeaux s'était infiltré jusqu'à mes os. Antoine Dubois avait été plus que mon grand-père, il avait été la voix stable dans une vie qui avait trop souvent été régie par des mots acerbes et des silences plus froids. La cérémonie était sobre, digne, remplie des visages de la communauté pour laquelle il avait tant construit. Mon père, Martin, se tenait au premier rang, acceptant les condoléances comme un politicien un soir d'élection. Ses poignées de main étaient fermes. Son sourire était mesuré. J'ai pensé que peut-être, pour une fois, le chagrin l'avait adouci. Cet espoir n'a pas duré longtemps. Quelques heures plus tard, les personnes en deuil parties, l'odeur des fleurs humides encore lourde dans l'air, je me suis retrouvé dans le salon du domaine. Je sirotais un café tiède, fixant le vieux manteau de cheminée en chêne où Antoine avait l'habitude de poser son bras en me racontant une de ses histoires. Martin est entré, son expression dépouillée du masque poli qu'il avait porté toute la journée. « C'est fait », dit-il sèchement. « Le transfert de la succession est officiel. 375 millions d'euros bloqués à mon nom. » Il a dit cela comme un homme annonçant la météo, puis a laissé un petit sourire narquois se dessiner sur sa bouche. J'ai hoché lentement la tête, ne sachant pas ce qu'il attendait que je dise. Il ne m'en a pas laissé l'occasion. « Tu ne sers plus à rien maintenant. » Les mots sont restés en suspens, trop absurdes pour être compris au début. « Pardon ? Tu t'es assez laissé vivre, dit-il, son ton tranchant l'air. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti de la maison avant demain matin. » Pendant un instant, je ne sentais plus mes mains. C'était mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait fait la morale sur l'ambition, qui me regardait maintenant comme si j'étais un meuble indésirable. Je me suis levé, forçant ma colonne vertébrale à se redresser, même si ma poitrine se serrait. Très bien. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je suis sorti de la pièce, l'écho de mes pas me suivant dans le long couloir menant à la chambre qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. J'ai grandi dans une maison où le silence était une forme de contrôle. Les règles de Martin étaient précises et absolues, pas de porte qui claque, pas de réplique, et jamais, en aucune circonstance, contester ses décisions. Mes plus anciens souvenirs de lui se mesurent en correction, posture trop avachie, ton trop sec, ambition trop irréaliste. À l'âge de 10 ans, j'avais appris à garder mes victoires pour moi. Si je ramenais un A, il me demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je gagnais un prix, il se demandait à voix haute combien d'autres enfants n'avaient pas pris la peine de concourir. Les éloges étaient rares, et quand ils venaient, ils ressemblaient plus à une note de bas de page qu'à une célébration. Antoine était différent. La présence de mon grand-père était comme entrer dans un rayon de soleil chaud après être resté trop longtemps à l'intérieur. Il ne me poussait pas à être parfaite. Il me demandait ce que je voulais et ensuite il écoutait vraiment écouter la réponse. Quand j'avais 15 ans, je lui ai dit que je voulais travailler dans la finance pour comprendre les courants qui déplaçaient l'argent et le pouvoir. Martin a ricané, qualifiant cela de « monde d'homme ». Antoine s'est contenté de sourire et m'a dit d'apprendre tout ce que je pouvais. Des années plus tard, quand j'ai été accepté dans un programme d'études supérieures compétitif, Martin a rejeté cela comme une perte de temps et d'argent. Je me souviens d'être assise sur le porche avec Antoine ce soir-là, ma lettre d'acceptation sur les genoux, me demandant si je devais la refuser. Il a siroté son thé glacé, puis a tranquillement glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque assez important pour couvrir mes frais de scolarité pour la première année. « Ne le lui dis pas », a dit Antoine. « C'est entre nous. Considère cela comme un investissement dans quelqu'un qui vaut la peine qu'on investisse en elle. » C'était Antoine, croyant en moi quand cela lui coûtait quelque chose. Maintenant, debout dans ma chambre d'enfant avec une valise à moitié faite, je pensais à cette nuit-là et à la fierté silencieuse dans ses yeux. Martin pouvait me priver de cette maison, mais il ne pouvait pas effacer les fondations qu'Antoine m'avait données. La maison ne me semblait plus être la mienne. Quelques jours après les funérailles, la chaleur qu'Antoine avait apportée au domaine semblait s'être évaporée, remplacée par quelque chose de plus vif, de plus froid. Les portes qui avaient toujours été laissées ouvertes étaient maintenant verrouillées, la bibliothèque, la véranda, même le petit bureau où Antoine gardait ses archives. Chaque poignée cliquetait inutilement quand j'essayais de l'ouvrir. Le personnel, des gens que je connaissais depuis des années, évitait mon regard. Martine, la gouvernante qui me donnait autrefois des scones en cachette de la cuisine, ne faisait plus que des hochements de tête secs, ses mains occupées à des tâches qui n'avaient pas besoin d'être faites.
Quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a murmuré « les instructions de Monsieur Dubois » avant de s'éloigner précipitamment. Au dîner, Martin parlait comme si je n'étais pas là. Il discutait de « l'avenir » avec un air de finalité, parlant de rénovation, de nouveaux investissements et de la rationalisation de la maisonnée de manière à bien faire comprendre que je ne faisais pas partie de ses plans. Sa voix portait la satisfaction de quelqu'un qui se débarrasse de ce qu'il considère comme un poids mort. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de me concentrer sur mes valises. Mes doigts effleuraient les dos des livres que j'avais gardés depuis le lycée, un réconfort à une époque où j'avais eu besoin d'endroits sûrs pour cacher mes pensées. L'un d'eux, une épaisse biographie qu'Antoine m'avait offerte pour mon 18e anniversaire, a glissé plus facilement que les autres. Quand je l'ai retiré, quelque chose de petit et de ferme a bougé à l'intérieur. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une enveloppe scellée, nichée profondément entre les dernières pages. Mon nom, de l'écriture assurée d'Antoine, se détachait sur le papier crème. Je me suis assise sur le bord du lit, déchirant le sceau avec des doigts prudents. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres, l'encre pâle et délibérée, le testament protège ceux qui protègent les autres. Aucune explication, aucun contexte, juste cette seule ligne, assez lourde pour me glacer sur place. Je l'ai relue, traçant les mots comme si plus de sens pouvait en émerger. Antoine l'avait cachée pour que je la trouve. Pas Martin, ni personne d'autre. J'ai replié la note dans l'enveloppe et l'ai glissée dans mon sac, mon esprit déjà en train de réfléchir à ce que cela pouvait signifier. Le bureau de Martin sentait légèrement le cigare et le cuir poli, comme à l'époque où Antoine l'utilisait, sauf que maintenant la chaleur avait disparu. Martin était assis derrière le lourd bureau en acajou, adossé au vieux fauteuil d'Antoine comme s'il lui avait toujours appartenu. Un verre en cristal de Bourbon reposait à son coude, à moitié plein, captant la lumière de la lampe de bureau. « Assieds-toi » dit-il, sans lever les yeux des papiers devant lui. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il lève enfin les yeux, un léger sourire narquois tirant le coin de sa bouche. « Je suppose que tu as entendu » commença-t-il, comme si toute la ville n'était pas déjà en effervescence. 375 millions d'euros. Tout à moi. Antoine était généreux. Sa voix ne portait aucune trace de chagrin, seulement la satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner une partie dont il avait truqué les règles en sa faveur. Je suis restée silencieuse, le laissant remplir l'air. Tu as eu un long et confortable séjour ici, Éléonore, continua-t-il, son ton devenant plus froid. Mais tu n'es plus une enfant. Tu es un fardeau financier. Et franchement, tu t'es laissé vivre. Il a dit cela comme un verdict, pas une opinion. J'ai failli rire. Je travaillais depuis l'âge de 16 ans, payant la plupart de mes études supérieures grâce à Antoine, pas à lui. Mais argumenter maintenant aurait été comme crier dans le vent. Je veux que tu sois parti avant demain matin, dit-il en se penchant en avant, les coudes sur le bureau. Pas de drame, pas d'adieu à rallonge. C'est ma maison maintenant. Et c'est moi qui décide qui y a sa place. Son regard s'est attardé sur moi, attendant la fissure, le tressaillement, la protestation désespérée. J'ai senti le poids de la note d'Antoine dans ma poche, les mots me brûlant la jambe. Le testament protège ceux qui protègent les autres. J'ai redressé les épaules. Très bien. Aucun tremblement dans ma voix. Aucune hésitation. Je me suis levé, j'ai tourné les talons et je suis sorti sans un mot de plus. En haut, j'ai fini de ranger le reste de mes vêtements dans la valise en cuir usé qu'Antoine m'avait donnée des années auparavant. L'enveloppe est restée dans la poche de mon manteau, comme si la déplacer pouvait affaiblir la force qu'elle m'avait donnée dans cette pièce. Au moment où l'horloge de grand-père dans le couloir a sonné 9 heures, mes bagages étaient près de la porte. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant dans la nuit fraîche de Bordeaux. Le lendemain après-midi, je transportais ma valise dans l'escalier étroit d'un immeuble en briques du centre-ville de Bordeaux. L'appartement était à peine assez grand pour que je puisse étirer les bras sans toucher les deux murs, mais il était à moi. Pas de porte verrouillée, pas de regard scrutateur pour voir si j'étais à la hauteur. J'avais vendu quelques bijoux que Martin m'avait offerts au fil des ans, des cadeaux plus pour la galerie que par sentiment. L'argent n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour couvrir la caution et mon premier mois de loyer. Mon travail d'analyste financière me permettait de travailler à distance, alors j'ai installé mon ordinateur portable sur la petite table de cuisine et j'ai maintenu des horaires réguliers, forçant une normalité dans le chaos. Pourtant, la nuit, je me surprenais à sortir l'enveloppe de la poche de mon manteau, relisant les mots d'Antoine, « Le testament protège ceux qui protègent les autres ». Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'il aurait dit nonchalamment,
et certainement pas à un message destiné à Martin. J'ai commencé à faire des recherches discrètes, registres publics, dossiers d'homologation, même de vieux articles de presse sur des successions aux clauses inhabituelles. La plupart n'étaient que du bruit, mais de temps en temps, je trouvais quelque chose qui faisait bondir mon pouls, des fiducies qui ne débloquaient des fonds que sous des conditions spécifiques, des testaments liés à des coentreprises ou à des projets communautaires. Antoine avait été méticuleux dans tout ce qu'il faisait. Il était possible, voire probable, que son testament porte la même précision. 3 jours après mon emménagement, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Éléonore Dubois. La voix était nette, professionnelle, avec une nuance d'amusement sec. Oui. Ici Émilie Colbert. J'étais l'avocate de votre grand-père. Une pause. Délibéré. Nous devrions parler de son testament. Il est inhabituel. Il y avait une lueur de satisfaction dans son ton, comme si elle se retenait d'en dire plus jusqu'à ce que nous soyons face à face. Je me suis redressé. À quel point inhabituel ? Elle a eu un petit rire entendu. Disons simplement que la semaine de votre père est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Pouvez-vous venir à mon bureau demain ? J'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe sur la table, mon esprit déjà lancé dans une course folle. Le bureau d'Émilie Colbert ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. Pas d'acajou poli ni de tapis anciens, juste des lignes épurées, des couleurs sourdes et un mur de classeurs soigneusement étiquetés. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau, puis a joint ses mains, m'étudiant avec ce genre de regard qui dit qu'elle en sait déjà plus qu'elle ne le laisse paraître. J'attendais que vous appeliez, a-t-elle commencé. Votre grand-père avait anticipé certaines dynamiques dans cette famille. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire mon père ? Je veux dire exactement votre père, dit-elle en tirant un épais classeur vers elle. Antoine a placé sa succession tout dans une fiducie. Martin ne peut accéder à un centime des 375 millions d'euros à moins que des conditions spécifiques ne soient remplies. Je me suis penché en avant, le pouce accélérant. Quelles conditions ? Ses lèvres se sont légèrement incurvées, comme si elle attendait cette question. Il doit mener à bien un projet de réaménagement communautaire qui reçoit l'approbation de la ville et respecte les normes philanthropiques d'Antoine. Et il doit le faire avec vous comme co-exécutive. Autorité égale. Droit de signature égaux. Je me suis rassise, essayant de comprendre. Vous dites qu'il ne peut pas le faire sans moi. Correct. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Pendant les 12 mois que dure le projet, il ne peut y avoir aucune poursuite judiciaire entre vous et Martin, aucune rupture publique et aucun retrait formel de l'arrangement par l'une ou l'autre des parties. Toute violation, et la fiducie est dissoute. Et l'argent ? Émilie a tourné à la dernière page de la clause. La moitié irait aux œuvres de charité qu'Antoine a nommées. L'autre moitié, directement à vous. Pendant un instant, tout ce que j'entendais était le faible bourdonnement du climatiseur. J'ai pensé à Martin dans son bureau, suffisant et certain d'avoir déjà gagné. J'ai pensé à lui me disant que j'étais inutile. Antoine a vraiment planifié ça, ai-je murmuré. Il voulait s'assurer que la personne en qui il avait le plus confiance serait en mesure de protéger son héritage, a dit Émilie. Et cette personne n'était pas votre père. J'ai tracé le bord du bureau avec mes doigts, un mouvement lent et délibéré. Quand est-ce que Martin l'apprend ? Le sourire d'Émilie s'est élargi très légèrement. Il est déjà au courant. J'ai senti le changement dans ma poitrine, une anticipation, stable et froide. Alors je suppose que je devrais m'attendre à ce qu'on frappe à ma porte. Cela n'a pas pris longtemps. Moins de 24 heures après avoir quitté le bureau d'Émilie, on a frappé vivement à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, Martin était là, habillé de façon coûteuse, mais les traits tirés. Son visage était pâle, une légère sueur perlant le long de la racine de ses cheveux. « Éléonore » dit-il en forçant un sourire. J'ai pensé que nous devrions parler, en famille. Je me suis écarté sans un mot, le laissant entrer dans le salon exigu. Il a regardé autour de lui, ses yeux s'attardant sur les meubles d'occasion comme si c'était une insulte personnelle. La banque me dit qu'il y a eu un malentendu, a-t-il commencé en s'installant sur le canapé. Les fonds sont bloqués dans une sorte de fiducie. De la paperasse ridicule. Son ton était léger, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. C'est le testament.
Il a fait un geste dédaigneux de la main. Votre grand-père était sentimental. Je suis sûr que nous pouvons contourner ça. Il s'est penché en avant, adoucissant sa voix. Vous et moi, le sang, c'est le sang. Nous avons une eau différente, mais nous pouvons nous unir maintenant. Faire en sorte que ça marche pour nous deux. Les mots d'Antoine ont scintillé dans mon esprit. Ne réagis pas, négocie. Que proposez-vous exactement, ai-je demandé d'un ton égal. Que tu signes tout ce qui est nécessaire pour que je puisse avancer. Tu auras quelque chose, bien sûr. J'ai soutenu son regard. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Son sourire s'est aminci. Éléonore, je t'offre un moyen de rendre ça indolore. Tu penses que tu peux gérer un projet de plusieurs millions d'euros sans moi? Tu nous feras couler tous les deux. La menace était là, enroulée sous les mots. Mais je n'ai pas bronché. Si vous voulez l'argent, ai-je dit, vous suivrez les termes. Tous les termes. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait exploser, mais au lieu de cela, il s'est levé, ajustant sa veste. Pense Y, dit-il, et il est sorti sans un autre regard. J'ai fermé la porte derrière lui, sachant déjà que je n'en aurais pas besoin. Il reviendrait. 2 jours après notre première rencontre, j'avais l'accord prêt. Émilie m'avait aidé à le peaufiner, chaque clause rédigée avec la même précision qu'Antoine avait utilisée dans son testament. Martin me reconnaîtrait publiquement comme co-exécutive, couvrirait mes frais de subsistance pendant la durée du projet et transférerait 3 propriétés spécifiques du domaine à mon nom sans condition, sans annulation. Quand j'ai fait glisser le document sur la table de conférence d'Émilie, les yeux de Martin l'ont parcouru, puis se sont levés vers moi. Tu n'es pas sérieuse. Chaque mot, ai-je dit. Il s'est penché en arrière, croisant les bras. Je ne signe pas ça. Tu me fais du chantage. Je n'ai pas scié. Le testament vous fait du chantage. Je ne fais que vous donner un moyen d'avancer. Pendant la semaine qui a suivi, il a tergiversé. A prétendu être occupé par d'autres affaires. A renvoyé des pages avec de l'encre rouge griffonnée dans les marges. A même consulté un autre avocat, un homme au costume impeccable qui n'a duré qu'une seule réunion avant de confirmer discrètement la vérité, le langage d'Antoine était blindé. Sans ma coopération, les 375 millions d'euros de Martin auraient tout aussi bien pu être enterrés dans le sol. Quand il est finalement retourné au bureau d'Émilie, il était plus silencieux. Pas vaincu, exactement. Mais il y avait un poids dans sa posture, une tension autour de sa bouche. Il a pris le stylo, l'a fait rouler entre ses doigts et a signé chaque page avec des traits rapides et secs. Émilie l'a notarié, son expression neutre, bien que j'aie surpris la plus faible lueur de satisfaction dans ses yeux. Martin a poussé le dossier signé vers moi, les jointures de ses doigts blanches. J'espère que tu sais ce que tu fais, Éléonore. Je le sais, ai-je dit en rangeant l'accord dans mon dossier. Nous nous sommes levés, l'air entre nous lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Il est parti sans me serrer la main, la porte se refermant derrière lui avec un clic. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre changer, non seulement sur le papier, mais aussi dans le pouvoir. Et ce n'était que le début. Le terrain en bord de mer n'était guère plus qu'une parcelle d'asphalte fissurée et de mauvaises herbes lorsque nous avons commencé. Les plans d'Antoine prévoyaient quelque chose de vivant, des murs de verre s'ouvrant sur le port, des salles de classe pour la formation professionnelle et un espace pour les marchés locaux le week-end. Dès la première semaine, je me suis fait un devoir de connaître chaque détail. Je parcourais le site avec les entrepreneurs chaque matin, examinais les factures le soir et tissais des liens avec les fonctionnaires municipaux dont nous avions besoin des signatures. Plus je me montrais, plus les équipes se tournaient vers moi pour les décisions. Martin détestait ça. Il arrivait en retard aux réunions, lançait des idées pour réduire le budget qui ignorait à la fois le code et la vision d'Antoine. Chaque fois que je refusais, il marmonnait que j'étais impossible à vivre. Mais il n'a jamais essayé de m'exclure. Il ne le pouvait pas. Le testament s'en assurait. La presse adorait l'histoire, la famille Dubois s'unit pour honorer le rêve du patriarche. Il nous photographiait côte à côte, souriant pour les caméras. Sur les pages glacées, nous ressemblions à une équipe. Derrière ces sourires, chaque conversation était une négociation. Au 11e mois, la structure en acier du centre était achevée, les panneaux de verre captant le soleil du matin. Martin se tenait avec moi sur le balcon surplombant l'eau, regardant les équipes installer les derniers supports. Vous vous êtes mieux débrouillé que je ne l'aurais cru, dit-il,
les mots secs mais sincères. Mieux que vous ne le vouliez, ai-je répondu. Il a eu un petit rire sans joie. Peut-être. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas du pardon. Mais c'était une reconnaissance, bien que réticente, que je n'étais pas le fardeau qu'il avait dépeint. Et dans quelques semaines, le projet serait terminé, et les conditions du testament remplies. L'inauguration a attiré une foule assez nombreuse pour déborder sur les trottoirs. Les dirigeants de la ville, les journalistes et les familles du quartier se sont rassemblés sous un soleil de printemps radieux, le nouveau centre communautaire brillant derrière nous. Martin se tenait à ma gauche, les mains jointes, le sourire exercé. Les caméras l'adoraient, mais les discours ne lui appartenaient pas. C'était la stipulation d'Antoine, et la mienne. Quand mon tour est venu, je suis monté sur le podium. J'ai parlé de la conviction d'Antoine que la richesse signifiait peu si elle n'élevait pas les autres. J'ai remercié les entrepreneurs, les bénévoles et la communauté qui avaient travaillé à nos côtés. Je n'ai pas mentionné Martin. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en quelque chose de constant et de chaleureux, déferlant sur la cour. Du coin de l'œil, j'ai vu l'expression de Martin se durcir, sa mâchoire se serrer alors que l'attention restait sur moi. À la fin de la journée, les conditions de la fiducie étaient remplies. Martin aurait sa fortune. J'avais quelque chose de différent, 3 propriétés de premier ordre à mon nom et le crédit public pour avoir donné vie à la vision d'Antoine. Tandis que la foule se dispersait, je me suis éclipsé par le chemin latéral, mes talons claquant contre les nouvelles briques. Le centre se tenait derrière moi, vibrant de voix, exactement comme Antoine l'avait imaginé. Je n'ai pas regardé Martin en arrière. Je n'en avais pas besoin. J'avais pris la part de l'héritage de ma famille qui valait la peine d'être gardée et j'avais laissé le reste dans le passé.